Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous à la grande édition du soir. Au sommaire, le président de la République, Félix Tshisekedi, a noté des avancées économiques notables et remarquables durant l'année 2024. Mais pour améliorer la gouvernance, il a suggéré qu'il était temps de réfléchir sur la réforme constitutionnelle. Je l'ai annoncé au sommaire, le président de la République a rappelé son attachement à ces 6 engagements annoncés au cours de la campagne électorale. Il a déclaré au cours de son traditionnel discours sur l'état de la nation devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès. On va l'écouter. Le 20 janvier 2024, lors de ma prestation de serment pour ce second mandat à la tête de la République démocratique du Congo, j'ai pris devant notre peuple 6 engagements majeurs. Ces engagements se sont traduits en programmes ambitieux, en actions concrètes et en résultats déjà perceptibles. C'est donc en toute solennité et responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui, afin de dresser le bilan de l'année 2024. Une année où, malgré d'importants défis, nous avons réalisé des progrès notables, accompli des avancées concrètes et démontré une détermination inébranlable à bâtir une République démocratique du Congo plus forte, plus prospère et plus équitable pour tous. Le programme d'action du gouvernement 2024-2028, adopté par cette auguste Assemblée en juin dernier, demeure notre feuille de route. Malgré les secousses de l'économie mondiale et les tensions géopolitiques, notre pays fait preuve d'une résilience exemplaire et s'adapte avec succès aux enjeux contemporains. Notre économie en pleine transformation présente des signes de solidité encourageants. Nous prévoyons cette année une croissance de 6%, un rythme nettement supérieur à la moyenne de 3,8% attendue en Afrique subsaharienne. Ce résultat, en dépit d'un léger ralentissement, témoigne de notre résilience face aux défis globaux et locaux et offre l'opportunité de consolider les bases d'une économie plus diversifiée, durable et tournée vers l'avenir. Par ailleurs, le chef de l'État a déclaré partager la préoccupation des Kinois à propos des embouteillages à Kinshasa. Et là, pour ce faire, a instruit le gouvernement à évaluer les mesures existantes et proposer de nouvelles mesures susceptibles de soulager les souffrances des Kinois. On va l'écouter une nouvelle fois. Dans un tout autre registre, je voudrais dire particulièrement aux Kinoises et aux Kinois que je partage avec vous la préoccupation des embouteillages quotidiens qui compliquent les déplacements dans la ville, la préoccupation des embouteillages quotidiens qui compliquent les déplacements dans la ville et augmentent le coût de la vie pour nos concitoyens. J'ai instruit le gouvernement de procéder à une évaluation approfondie des mesures existantes et de proposer dans les jours à venir des améliorations ou ajustements significatifs pour remédier à cette situation. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, la République démocratique du Congo s'est dotée du plan national stratégique de développement, le PNSD 2024-2028, un cadre ambitieux pour concrétiser la vision de développement du pays à l'horizon 2050. Cette vision repose sur la valorisation des immenses potentiels de nos secteurs extractifs et agricoles, avec pour objectif de bâtir une économie diversifiée, inclusive et résiliente. Au cœur de cette transformation, le secteur agricole joue un rôle central. Garantir la souveraineté alimentaire, réduire la pauvreté, créer des emplois et renforcer la stabilité macroéconomique.
L'agriculture devient ainsi le levier stratégique pour convertir nos richesses naturelles en prospérité durable, permettant enfin au sol de prendre sa revanche sur le sous-sol. Le chef de l'État a en outre demandé aux jeunes de ne pas répondre aux sollicitations malveillantes susceptibles d'endeuiller la population congolaise et pense qu'il est temps de réfléchir sur les réformes constitutionnelles entamées qui peuvent améliorer la gouvernance. Écoutez une nouvelle fois Félix Tshisekedi. Chers jeunes, dire non aux sollicitations des ennemis de notre nation, dénoncer les complices de la souffrance imposée à notre peuple par nos agresseurs et barrer la route aux manipulateurs, c'est ça même le sens de l'éveil patriotique. Cette année est aussi celle qui nous a servi, au-delà des contraintes, à accélérer notre engagement pour l'éducation des jeunes à travers le sport. Ainsi, pour activer le réveil du sport congolais, plusieurs disciplines ont reçu le soutien du gouvernement central et de la population en général, donnant une énergie supplémentaire aux athlètes qui composent nos équipes nationales et nos clubs. Comment ne pas évoquer les exploits sportifs de nos équipes nationales, de nos clubs, de nos compatriotes porte-étendards du pays sur l'échiquier national et international qui se sont distingués, autant par leur réussite collective que leur performance individuelle, faisant briller les couleurs de notre drapeau national. Les travaux des états généraux des entreprises du portefeuille se poursuivent pour la journée du mardi 10 décembre. Les participants ont réfléchi entre autres sous le cadre juridique et institutionnel du portefeuille de l'État et la réforme des entreprises publiques. Parmi les intervenants, le professeur Désiré Cachemire Kolongele et le professeur Léonard Kabea Chikuku. Le reportage d'Esther Amissi. La journée de mardi 10 décembre était consacrée à différents panels. Intervenant dans le premier panel axé sur le cadre juridique institutionnel du portefeuille de l'État et la réforme des entreprises publiques, le professeur Dr Désiré Cachemire Kolongele Béronde a présenté le cadre juridique et institutionnel des entreprises publiques avant 2008. En clair, il a présenté les structures et les limitations du cadre juridique et institutionnel des entreprises publiques avant 2008, ainsi que les leçons à tirer de ce cadre au regard de l'évolution postérieure et des modèles comparés. Si nous convenons tous, et là il n'y a pas de débat, que les entreprises publiques sont des sociétés à régime particulier, alors nous devons faire persister à ces entreprises-là cette dualité des régimes-là, donc le droit commun, mais aussi le droit exorbitant. C'est d'ailleurs ça qui va justifier non seulement les nominations par les chefs de l'État, mais même le contrôle exorbitant, on en parlera tout à l'heure, de Parlement ou encore de l'IGF en ce qui concerne, alors que dans les sociétés purement privées, vous ne pouvez pas avoir de l'IGF là-dedans, vous ne pouvez pas avoir le contrôle, n'est-ce pas, parlementaire là-dedans, mais c'est sous permission du législateur Rwanda. Et à ce niveau, nous avons déjà la position de la CCJA, qui est l'organe chargé d'interpréter non seulement les traités, mais les actes uniformes. De son côté, le professeur Léonard Kabea Chikuku a fait une évaluation de la mise en œuvre des missions du Conseil supérieur du portefeuille à travers une analyse comparée. La stratégie coloniale était la suivante. Première chose, la gestion du portefeuille a bénéficié d'un positionnement institutionnel au sommet de l'État pour y bénéficier de la proximité des missions régalienne. Deuxièmement, le casting politique des gestionnaires s'inspirait des contraintes, des compétences, de la loyauté, de la rectitude morale et de la redevabilité. L'institutionnalisation des audits, des contrôles et des évaluations dûment assorties des sanctions proprement encourageantes pour de bons résultats et dissuasives pour de mauvais résultats. Une méfiance stratégique rigoureuse envers tout partenaire privé ou étranger, s'invitant avec des conseils ou des recommandations sur la politique interne de prise de participation de l'État.
À noter que le professeur Dr Désiré Cachemire Kolongele Bérande est également intervenu dans le deuxième panel axé sur la gouvernance des entreprises du portefeuille de l'État. En santé, une grande campagne nationale sur la prévention du VIH en RDC vient d'être lancée par l'ONU-SIDA et ses partenaires. Elle est axée sous le thème « Le VIH est toujours là, finissons-en ». La cérémonie de lancement s'est déroulée dans la commune de La Gombe. Esther Amissi, une fois encore. En République démocratique du Congo, pour la seule année 2023, on a enregistré 12 000 nouvelles infections du VIH et 11 000 décès dus au VIH. Voilà qui justifie le lancement de cette campagne. Parce que, souligne la directrice pays de l'ONU-SIDA, la transition du VIH et l'épidémie du VIH n'est pas encore mis totalement sous contrôle en République démocratique du Congo. À travers toute la République, pas nécessairement en province. Nous sommes dans le palier de communication, aider avec cette campagne dans la communication, qu'elle soit digitale, qu'elle soit écrite, qu'elle soit par SMS, pour faire passer au maximum de personnes l'information, la vraie information certifiée du PNMLS, de l'ONU-SIDA, sur comment prévenir le sida, comment se faire soigner, comment se faire dépister, et pour faire avancer cette cause de 2030 sans sida, sans VIH-sida. Voilà. De son côté, le secrétaire exécutif national du PNMLS a indiqué qu'en RDC, 4 jeunes sur 5 ne savent pas comment se protéger contre le VIH et 80% d'entre eux accusent un déficit de communication face au VIH. La campagne bénéficie de l'accompagnement de la Fondation Vodacom. À noter que la campagne s'étendra sur une durée de 6 mois. Plénière à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, parmi les points inscrits à l'ordre du jour, l'accès aux soins de santé des élus provinciaux, la question liée aux embouteillages, sans oublier les questions d'intérêt général. Esther Amissi, encore une fois. Business class et la croisée. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour de cette plénière, l'examen et approbation du projet de la Convention sur les soins de santé des députés provinciaux et du personnel de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ainsi que l'examen d'une question orale avec débat adressée au ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières sur la multiplicité de fourrières dans la ville-province de Kinshasa, a indiqué le président de cet organe parlementaire à l'ouverture de la plénière avant de décréter de huis clos. Voilà, honorables députés, chers collègues, je crois que je n'ai pas parlé de notre Manoula, cardinal Manoula de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Le gardien du temple. Le gardien du temple. Lui aussi n'a pas encore voyagé à cette émission. Il est resté président intérimaire, vice-président intérimaire, rapporteur adjoint intérimaire, questeur intérimaire et lui-même rapporteur. Sans prime. Alors là, nous allons poser la question au président de l'ECOFIN. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le président intérimaire, le vice-président intérimaire, les rapporteurs adjoints intérimaires, les questeurs intérimaires? Il convient de rappeler que la dernière plénière était consacrée notamment à l'examen et approbation du rapport de la Commission économique et financière relatif à l'audition parlementaire de l'ancien ministre provincial de Finances. Rappelle-t-on. Condamnation de Charles Onana et son éditeur à Paris pour contestation du génocide rwandais. L'auteur franco-camerounais dit être victime de Paul Kagame qui s'oppose à la justice de la vérité. En réaction, le chercheur Freddy Mulumba estime que ses propos sont une victoire pour la RDC. On l'écoute au micro de Naomi Pila. Une victoire pour le Congolais, au moins le monde entier sait très bien comment tous les bandits du monde, ceux qui viennent vous donner des leçons de démocratie, développement, droits de l'homme, sont tous complices dans l'Holocauste des Congolais et dans les projets de balkanisation. Donc il faut que nous comprenions tous. Charles n'est pas rwandais, Charles n'est pas congolais, Charles est camerounais panafricain. Il l'a fait pour les biens du Congo parce qu'il s'est rendu compte
qu'il y a un silence sur ce qui se passe au Congo. Que faire? Il va publier un livre sur l'Holocauste. Ce livre fait peur à tout le monde. Jusqu'à présent, aucun intellectuel, que ce soit un intellectuel occidental ou bien français, n'a remis en cause le livre. Aucun. Mais ils sont partis maintenant en justice pour utiliser la loi de la presse pour le condamner. Donc c'est une honte pour la France. Donc ici, c'est que c'est juste les libertés académiques. Les génocides que le Rwandais, c'est vrai, il y a un génocide. Mais on ne peut pas empêcher les gens de travailler sur ça. J'ai vu au Rwanda, les gens sont très contents. Ils pensent que les Congolais seront aussi poursuivis, tous les écrivains, tout comme les journalistes, parce qu'ils vont faire l'apologie du génocide. C'est une fausse affaire. Les Rwandais ont tué 10 millions de Congolais. Les Rwandais occupent notre pays. Ils se trompent de cible. Même ceux qui sont derrière eux, tous ces blancs, tous ces multinationales, tous ces bandits du monde qui sont contre eux, on finira par les mettre dehors de l'Afrique. Ce qui se passe ici, c'est une grande révolution. Nous allons nous battre pour récupérer nos matières premières. Parce que Kagame, tout comme Museveni, on les utilise pour voler nos matières premières. C'est la réalité. Mais les mêmes personnes viennent ici vous mentir en termes de démocratie, bonne gouvernance. Ça signifie que nous sommes très faibles. D'abord, les Congolais, les autres Congolais, on est très faibles sur le plan caractère, sur le plan intellectuel. On ne peut pas comprendre. 30 ans de souffrance. Bilan, 10 millions de morts, 7 millions de places internes, 500 femmes violées. À Kinshasa, il y a un silence. Les médias n'en parlent pas. Les hommes politiques sont tous tués. On va faire un tour au Nord Kivu, la société civile salue les prouesses des FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo, engagées sous la ligne de front, récupérant plusieurs localités jadis occupées par le M23. Achille Kapanga, ancien maire de Béni notable du Nord Kivu, encourage par la même occasion les efforts du gouvernement allant dans le sens de restaurer l'autorité de l'État. On l'écoute au micro de Naomi Pila. Ce qui est vrai est que nous sommes en train de féliciter, d'encourager et de remercier nos FARDC pour l'attitude combien louable qu'ils sont en train de manifester sur le terrain. Aujourd'hui, on le voit sur tous les fronts, que ce soit à Kanyabayonga, que ce soit donc dans les Lubero, dans les Rutshuru, le Massissi, même dans les Nyiragongo. Ils sont en train de démontrer à l'ennemi que les FARDC sont là, elles sont prêtes à tout. Notre message est simple. Si vous voyez le Congo négocier, ce n'est pas que nous sommes faibles, non. C'est parce que nous voulons la paix. Et nous suivons les directives que nous donnent certaines grandes organisations de ce monde. Voilà pourquoi j'ai fait porter au chef de l'État un message simple. Quand il sera avec Kagame à Luanda, le 15, qu'il nous dit seulement une seule chose. Que nous sommes prêts, avec nos FARDC, à aller très loin nous Wazalendo. Mais si nous acceptons de négocier avec vous, c'est parce que nous voulons la paix. Et si vous ne voulez pas ça, qu'on aille alors, à la fin de l'année, que tous les territoires congolais illégalement par l'ennemi soient récupérés. C'est ça notre message. Donc, nous demandons à nos FARDC d'être prêts et qu'on aille jusqu'à récupérer tous nos territoires. À la population, je demande seulement d'être prête à accompagner les FARDC, à être derrière nos FARDC, car c'est la seule armée que nous avons avec nos Azalendo. En tout cas, courage, le peuple de Rébou, le FARDC. Voilà qui boucle cette édition du journal. À toutes et à tous, merci de votre fidélité à Congo Buzz TV.